quelle histoire! Quelle histoire pour moi! Pourquoi? Parce qu'en fait, tout a commencé... Allez, raconter une belle histoire. Tout a commencé en 1974. J'étais une jeune femme, 24 ans. Et ben voilà, comme toutes les jeunes femmes, je vais faire une famille normale. Donc je tombe enceinte, normal. Et puis moi, je m'en vais en Afrique et tout ça, tout va bien, je suis heureuse, etc. Et puis au moment d'accoucher, je reviens 3 mois avant, tous les médecins, comment vous n'avez pas fait d'échographie, comment vous n'avez pas de ça, ils me culpabilisent complètement. Et je ne sais pas où accoucher. Et la grossesse, l'accouchement approche. Donc j'ai la chance de rencontrer René Friedman. Sur le coup, c'était une chose, mais vous allez voir, c'est intéressant l'histoire. Qui me dit, ah ben super, moi, si tu veux, je te fais une péridurale. Péridurale, c'est quoi ce truc-là? Ben tu souffres pas. Ah ben génial. Et puis bon voilà, donc je programme la péridurale. 1er août, parce qu'il partait en vacances, ben, super, hein, on programme. Moi, j'étais ignorante, hein, on ne sait pas tout ça. Et j'accouche d'un magnifique petit garçon. Et puis 2 mois après, schlac, le retour. Avec une dépression postpartum assez violente qui m'emmène vraiment dans une autre dimension, dans un autre monde. Et quand je reviens, je dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi, j'étais normale, quelqu'un de tout à fait normal, apparemment. Voilà, je voulais mon enfant. Et pourquoi est-ce que 2 mois après, je me retrouve dans une situation pareille? Voilà, donc c'était le début d'une quête qui s'est terminée en partie à Montpellier, en l'an 2000. Car de cette histoire de 1974 à 2000, donc je me suis dit, ben, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'avais pas de réponse chez moi, dans ma culture. Ma mère avait accouché sous chloroforme, donc personne n'était au courant autour de moi. Friedman m'a dit, ah bah oui, ça arrive des fois, les dépressions postpartum avec les péridurales. Ah bon, d'accord, bon, bonjour la réponse. Donc j'ai commencé à partir en voyage pour aller chercher ma mémoire, en fait. Et la mémoire qui m'avait été supprimée de par l'histoire de la colonisation, qui est un des principes même de la colonisation, de supprimer les mémoires. Hein. On n'a plus de racines, donc on est à la merci. Donc je suis partie, et 25 ans après, j'arrive à Montpellier, et je dis là j'en ai marre, ce bouquin, il faut que je le sorte, il sortira en l'an 2000. Donc j'arrive à Montpellier avec mon fils, le deuxième, hein, il y a eu des jumeaux après, enfin toute une histoire, voilà. Et j'arrive pour terminer ce livre, hein, tout en accompagnant mon plus jeune fils à son bac. Et là, je rencontre l'équipe de choc de Montpellier, Françoise, Doris, enfin bon, toute cette équipe. Et donc voilà, parce que je cherchais des sages-femmes, entre-temps, est-ce que j'étais devenue infirmière? Oui, j'étais devenue infirmière entre-temps, je voulais être sage-femme, mais en fait, on ne peut pas être sage-femme en France parce qu'il faut faire physique-chimie, alors moi, c'était pas mon fort, donc je me suis fait infirmière. Bon, après, quelques années après, je suis allée à Namur faire sage-femme, où j'ai rencontré Aurélie, qui est là, qui m'a vu arriver dans la classe. Elle avait déjà lu mon bouquin. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait dans ma classe? Enfin, voilà, un parcours un peu atypique quand même, mais finalement un parcours qui est le mien et qui est celui d'une femme qui finalement ne connaît rien, qui est complètement ignorante, comme la majorité des jeunes femmes qui ne sont pas dans nos milieux-là, où on a des parents qui vont nous apprendre, comme vos enfants qui sont là, ben déjà, ils sont nés différemment. Donc voilà, donc moi j'arrive à Montpellier, on parle des maisons de naissance, on me met présidente du réseau français des maisons de naissance. Bon, elle avait décidé ça, les filles disent ouais, pourquoi pas, elle met une grande gueule, c'était bien, ok. Et puis finalement, je me rappelle, on était une fois à Paris, il y avait toutes les sages-femmes qui étaient là. Bon, je ne vais pas dire des noms, et je me dis, mais attendez, et je me rappelle, je suis sortie en disant, mais attendez, mais moi je quitte, je ne veux pas représenter les sages-femmes, parce qu'une sage-femme, pour moi, c'est pas ça. Entre-temps, évidemment, j'avais un parcours donc, de 25 ans, j'avais été rencontrer des sages-femmes dans le monde entier, j'avais été à la recherche de justement cette mémoire dont parlait Chantal, de cette intuition qui fait qu'on est quand même une femme, mais on est aussi, on devient une sage-femme, comme disait Platon, l'art d'accoucher, voilà. Donc j'ai rencontré Doris, et puis mon livre sort, je prends une attachée de presse, je fais l'infirmière en vélo, on fait tout un truc, et je dis à l'attaché de presse, il faut qu'on fasse un plateau télé. Et là, il me dit, ok, on fait plateau télé avec Michel Field, invitez quelqu'un, et là j'invite Doris, évidemment, la femme soleil. Et on s'est retrouvés sur ce plateau télé avec Doris, c'était extraordinaire parce qu'on était des tigresses en face avec le médecin, je ne sais plus comment il s'appelait, de la maternité Robert Debray.
Ouais, c'était vraiment, oui, on défendait notre truc, quoi. On était là, on défendait notre truc. Après, moi, je suis partie au Québec, j'en ai eu marre de tout ça, et je rencontre Isabelle Marmont, là-bas. Donc, en fait, c'est un parcours de rencontre de femmes. Voilà, moi, j'étais beaucoup plus jeune, hein, voilà. Et puis, finalement, voilà. Donc, maintenant, je voudrais juste me présenter un peu comme ça dans ce personnage, dans ma rencontre avec Doris, avec ces femmes extraordinaires. Françoise Servant, qui un jour m'appelle, j'étais à Montpellier en train de finir mon dernier chapitre qui se passe chez les dauphins. Et pour m'inspirer, je me rappelle, j'étais à Palavas et j'allais dans la mer pour me connecter avec les dauphins. Bon, j'étais bien quand même, voilà, un peu folle, mais il fallait bien trouver des idées quand même. Et Françoise Servant m'appelle un jour, tu te rappelles Françoise? Elle me dit, Muriel, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je travaille, mon bouquin, mon fils et tout ça. Est-ce que tu veux pas venir dans 10 jours en Libye? On part en moto. Ah, je dis, en moto? En Libye? Ouais, d'accord. Et donc c'est ça les sages-femmes, c'est ça les femmes, c'est l'aventure de la vie. Voilà. Donc après, par rapport à mon parcours, donc je suis devenue un peu anthropologue, je suis un peu sage-femme, je suis un peu photographe, je suis un peu cinéaste, je suis un peu de tout. Mes enfants me disent, maman, on ne sait jamais quoi dire quand on nous demande ce que fait notre mère, à toi toute seule, tu es une ONG. Bon, voilà. Donc retrouvez-vous au milieu de tout ça. Donc là, maintenant, je suis partie depuis 10 ans, j'habite entre le Mexique et la France. Et donc j'ai quitté la France parce que franchement, c'était trop dur pour moi, trop dur. C'est très difficile d'être un petit peu, disons, pas marginal, je ne me sens pas quelqu'un de marginal, mais disons décalé par rapport à des gens qui voudraient que vous soyez comme tout le monde. Et vous ne pouvez pas être comme tout le monde si vous êtes comme vous êtes vous. Donc j'en avais assez vraiment, et je suis partie au Mexique, au Mexique, où là, on m'a accepté comme j'étais. Donc j'ai traduit mon bouquin en espagnol pour rendre aux Mexicains ce qu'ils m'avaient donné. J'ai créé une maison de naissance dans ma maison. J'ai été initiée au Temazcal, qui sont les huttes de sudation, à toute la médecine de la terre, ce que j'appelle la médecine de la terre, la médecine des 4 éléments. Empédocle, les présocratiques nous parlaient déjà de ça, des 4 éléments. Donc moi, je ne connaissais pas tout ça, parce que dans notre monothéisme, les 4 éléments, ça n'existe pas. Hein. Il y a un Dieu, Trinité, tout ça. Donc c'est vraiment, je suis rentrée dans cette culture à fond. Et voilà. Donc là, je voudrais... donc la première diapositive, c'est une diapositive qui se passe à Mexico, le jour des morts. Alors, comme vous pouvez voir, c'est assez rigolo, avec le mort, la cigarette à la bouche. Et en fait, je pense qu'il est très important, pour comprendre dans quelle société nous sommes, de regarder comment nous naissons et comment nous mourrons. Donc, quelle est notre approche à la naissance et quelle est notre approche à la mort. Et si on regarde bien, eh bien, comme disait Kirikou, enfante-moi, etc. Vous vous souvenez quand il dit ça? C'est parce que finalement, s'il parle, un enfant qui parle, donc c'est qui vient bien de quelque part, d'où on vient et où on va. Donc on rentre dans vraiment quelque chose de très mystérieux. La naissance, c'est vraiment quelque chose de mystérieux. Et la sage-femme, la femme, nous sommes dans ce mystère au moment de la naissance. Ce mystère nous emmène dans quelque chose de sacré. Vous voyez par exemple sur cette photo, là, il y a une petite, à droite, il y a un branchage sur la case de Donna Remiria, qui était une sage-femme ma grand-mère spirituelle, en fait, qui m'a vraiment enseigné, qui m'a transmis ce que c'était que le métier de sage-femme. Et en fait, on met donc sur cette porte la rue, et pour chasser les mauvais esprits. C'est-à-dire que la présence de l'invisible est là, dans la naissance, et dans toutes les sociétés traditionnelles. Et pour les femmes qui avons cette dimension, on tient compte de cette dimension du monde de l'invisible, d'où vient l'enfant, etc. Et on protège l'âme de l'enfant par rapport à des mauvais esprits qui pourraient lui faire du mal. Et puis même l'emporter, et même l'amener à la mort. Alors ça, c'est le Temazcal que j'ai mis en place chez moi au Mexique. Parce qu'en fait, les Mexicains, les Aztèques, accouchaient dans les Temazcals, qui sont des bains de vapeur. Et on retrouve un petit peu, finalement, ce que faisait Odan à Pithiviers.
Alors évidemment, il y a des témastals de guerriers avec 52 pierres. Bon, ça, c'est pas ça. On fait un témascal pour les sages-femmes, donc qui sont doux, qui permettent la dilatation, la femme de détente. On travaille avec les plantes. Et dans cette dimension, justement, du sacré, il y a les 4 éléments. On a l'eau, hein, on verse de l'eau sur les pierres avec les plantes. On a le feu, puisqu'on chauffe les pierres à l'intérieur du feu. Et on a l'air, parce que c'est la fumée qui se dégage. Et moi, j'ai une amie qui a accouché dans le Témascal. Elle me racontait que, donc, il y a un peu de la fumée dans le Témascal, parce que c'est de la vapeur, et que quand l'enfant est né, en fait, il y a eu comme un arc-en-ciel dans le Témascal. C'est-à-dire que l'énergie de l'enfant qui vient, on ne la voit pas, nous, on peut la ressentir, mais on ne la voit pas. Et là, dans la fumée, elle s'est matérialisée en couleur. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'est assez extraordinaire. Aussi, je pense qu'il est très important de comprendre d'où on vient. Et là, je voudrais vous parler de la genèse Olmec, donc des traditions, une des 7 familles de la grande tradition du monde, hein, des Olmec. Et il s'agit de Xochiquetzali. Xochi, ça veut dire fleur, et Quetzali, ça veut dire beauté. Alors, Xochiquetzali, elle est née du couple suprême qui s'appelle Tonacascihuatl et Omecihuatl. Cihuatl, ça veut dire femme. Tona, ça veut dire soleil. Donc le père, c'est Tonaccihuatl, donc c'est le soleil et la femme. La mère, c'est Omé, qui est 2, et Cihuatl, c'est 2 femmes. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, l'embryogenèse, avant la 7e semaine? Ou avant la 7e semaine, on est tous XX. Vous, messieurs, vous étiez XX. Nous sommes restés XX, mais vous êtes venus XY. Donc ce couple suprême qui vit dans l'Omeoyacan, qui est le paradis, mais un autre paradis, au-delà, hein, parce qu'après il y a un autre paradis, ils enfantent de Xochiquetzali, qui naît de la chevelure d'or de sa mère. D'accord ? Et elle descend sur la terre par la brise et la brume. Donc on retrouve le côté, et elle s'installe dans le paradis avec Tlaloc, qui est le dieu de la pluie. Donc on retrouve l'origine de l'eau, l'origine de la vie. Et là, elle vit dans ce paradis. Et là, tout ce qu'elle fait, c'est que de mettre de la beauté, etc., etc. Au milieu de ce paradis, il y a un arbre. Ah, tiens, ça rappelle quelque chose. Il y a un arbre qui s'appelle le Xochiquahuitl. Et elle n'a pas le droit de cueillir la fleur de cet arbre. Voilà. Donc elle est très bien, très heureuse. Et un jour, Pitzintecutli, qui est le fils du soleil, qui est assez coquin et un peu mystérieux, arrive. Mais lui, il a l'habitude de se promener tout nu. Et là, un jour, il arrive dans le Moyacan, dans le paradis où sont Tlaloc et Xochiquetzali, mais il arrive avec le membre dressé. Et Xochiquetzali est troublée et elle cueille la fleur. Interdiction. Mais vous voyez, il n'y a pas de culpabilité, elle cueille la fleur. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? L'arbre se sépare en 2. Donc, allez-y dans le symbolisme. Et il y a des conséquences de tous nos actes. La première conséquence, c'est qu'elle, en effet, elle est enceinte. Elle est enceinte de Sinteotl, qui est le dieu du maïs, le créateur de toute l'humanité, d'après les Mayas. Et deuxièmement, elle doit quitter, évidemment, le paradis, parce qu'elle a quand même désobéi. Mais quand elle part sur la terre, puisqu'elle a déjà créé toute la beauté, elle va continuer, elle, à créer cette beauté partout, dans toute sa vie. Xochiquetzali, elle devient. Donc, c'est nous tous, Xochiquetzali. C'est pour ça que c'est important que je vous raconte cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle devient... Attendez, hop, on va passer à l'autre image. Ah, merde. Voilà. Xochiquetzali, c'est toutes les différentes étapes de la femme. Donc, de la petite fille à l'adolescente, à la mère, à la femme médecine, à la fille de joie. La fille de joie, par exemple, chez les Olmecs, c'est extraordinaire parce que son rôle, c'est de donner du plaisir, c'est pas d'être mère. Donc, elle est prise en compte. Elle a des noms, je ne vais pas vous donner les noms, on s'en fiche. Voilà. Il y a la femme médecine, il y a l'ancienne vénérable, enfin, disons, et toutes, elles viennent de Xochiquetzali. C'est-à-dire que quand nous, on dit, ouais, t'es vieille et tout, bah, attends, t'es vieille, d'accord, mais je suis Xochiquetzali aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, de chacune d'entre nous, mais l'homme aussi, puisque l'homme, au départ, il a été Xochiquetzali. Attention, c'est ça qui est intéressant. Donc, à l'intérieur de nous, ok, d'accord, moi, maintenant, j'ai des rides et tout ça, mais il y a Xochiquetzali en moi. Et donc, je vais m'appuyer sur cette Xochiquetzali pour garder ma jeunesse et pour garder mon intuition, pour garder ma beauté, pour garder ce que nous sommes, nous, les femmes. Parce que c'est magnifique, une vieille femme extraordinaire avec toute sa connaissance qui va nous transmettre. Voilà, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Voilà.
Donc c'est très beau, et moi je suis allée rencontrer, évidemment, toutes ces femmes extraordinaires. Alors, à partir du moment, évidemment, où on a conscience de ce que c'est, de ce féminin, on va arriver à l'adolescence, en tant qu'ancien ou de mère, etc., avec cette connaissance. Et l'adolescence, c'est dans les sociétés traditionnelles le moment où on va devenir mère, bientôt, très vite après l'adolescence, hein, dans les sociétés traditionnelles. Donc là, il y a toute une connaissance à avoir que nous, les femmes, nous battons pour ça, vous voyez, même la liberté de choisir où l'on veut naître, ça c'était il y a très longtemps, cette photo dans les années, je ne sais plus, 80 peut-être. Donc si vous voulez, on s'est toujours, nous tous, disons, engagés pour essayer de faire mieux, parce que moi, suite à la naissance, alors bon, chacune, c'est vrai que suite à la naissance, à notre accouchement, en tant que femme, en tant que père aussi, eh bien, on se pose quand même vraiment des questions. Il y a quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est une initiation. Et il faut le voir comme ça, parce que c'est un changement hormonal. C'est-à-dire qu'au moment de l'adolescence, il y a un vrai changement hormonal. Ça, c'est très important, parce que le changement hormonal, c'est ce qui va nous permettre, on peut déconnecter, si on n'est pas pris en charge par un groupe. C'est pour ça que souvent les jeunes maintenant, ils sont dans les drogues ou dans des choses comme ça, parce qu'ils ne sont pas encadrés. Or, les sociétés traditionnelles encadraient justement ce moment très important de changement hormonal. Bon, alors là, je crois que je vais vraiment faire court parce que, voilà. Non, mais là, voilà. Donc, vous voyez, c'est juste l'historique de l'évolution de la naissance. On en a parlé. Moi, j'ai rencontré Lila. On va passer. Voilà, on s'en fiche de ça. Bon, on s'en fiche pas, mais bon, voilà. OK. Donc, maintenant, vous avez compris un petit peu, si vous voulez, pour moi, ce que ça représente d'avoir une dimension universelle et globale de la naissance dans la culture. Et voilà, c'est ça, en tout cas, moi, ce que je peux apporter. Après, on va en effet faire un peu vite maintenant. Très important de tenir compte de la famille, donc quand on est des professionnels de santé, de comment on est, quel est la classe sociale, comment ça se passe, quel est l'environnement. Très important aussi de voir quelle est la place des anciens. Comment est-ce que la jeune femme ou le couple va être pris en charge par des anciens, pas rentrer chez lui, chez eux tout seul, comme on a le frigo vide, etc. Donc, essayer de... Ça fait partie de notre travail pour qu'une naissance soit respectée. Ensuite, ben là, par exemple, tiens, c'est très intéressant, on a parlé d'autonomie, ça c'est donc ma Donna Remiria, ma grand-mère spirituelle, celle qui m'a vraiment tout transmis, qui retournait les bébés dans le ventre, en fait. Et elle faisait de l'autonomie, vous allez voir l'accouchement après, je vais vous montrer un peu plus loin, avec le père exactement dans la même position que tu disais. Et là, par exemple, entre le 7e et le 8e mois, donc elle est vraiment connectée et elle retourne le bébé. Elle a tout à fait, bon voilà, ça c'est des choses qu'on n'a rien inventé. Alors maintenant, il est très important évidemment de savoir où est-ce qu'on va accoucher, parce que si on accouche en maison de naissance, si on accouche dans un hôpital, enfin selon l'endroit où on accouche, eh bien on va pas, ça c'est la maison de naissance, c'était la tienne au début quand j'étais venue la première fois, j'avais fait cette photo, ça a dû changer, non? Un peu, quand même, tu la reconnais, hein? Voilà. Donc, parce qu'en fait, il y a la façon dont on accouche va nous permettre aussi de comment est-ce qu'on reçoit le bébé. Il y a Jean-Marie Delassus qui était quelqu'un d'extraordinaire, on n'en a pas parlé ici, mais qui a beaucoup travaillé sur le regard. Il a créé l'université de maternologie à Saint-Cyr devant tous les problèmes justement des dépressions postpartum, etc. Il a travaillé sur le regard, car le regard, l'enfant il vient de la totalité, il vient d'une totalité. Et il arrive dans ce monde, il est stupéfait du monde dans lequel il est. Donc c'est à travers le regard, à travers sa mère, qu'il peut s'accrocher à quelque chose, parce que là, il est reçu, il est reconnu, il est reçu. Donc ça, c'est très très important de choisir évidemment l'endroit où on va accoucher. Pour l'enfant, évidemment, comment est-ce qu'il est reçu. La position, ici on est au Brésil, par exemple, avec les Paciornik, qui sont des gens extraordinaires avec qui j'ai travaillé au Brésil, qui étaient des médecins qui ont travaillé beaucoup avec les Indiennes, et qui se sont rendus compte qu'elles avaient un appareil génital en bien meilleur état que les femmes qui accouchaient, disons, allongées, justement, et ils ont fait tout un travail, et ils ont mis en place une chaise obstétricale pour permettre aux femmes d'accoucher accroupies, parce qu'on n'a pas les muscles nécessaires maintenant.
Donc justement au plateau avec Doris, j'en avais parlé et tout ça. Enfin, c'est folklorique, je vous jure, on croit être pas... Là on est en Inde, alors en Inde pareil, ben voilà, toujours le changement hormonal, permettre aux endorphines, morphines d'être sécrétées, pas trop de stimuler le néocortex, mais plutôt laisser comment il s'appelle, le reptilien, merci, faire son travail, car on est des mammifères, oui, et dans ce moment-là, vraiment on est des mammifères. D'ailleurs, quand on accouche accroupi, moi je me souviens, j'ai accouché accroupi, on a fait une m'a dit, oh, c'est sexy ta position. Alors là, j'avais été choquée, mais bon, j'étais pas un truc. Donc vous voyez, donc c'est ça, donc s'autoriser à être vraiment des mammifères à ce moment-là, et très souvent, quand on laisse une femme en son libre cours, elle se met à quatre pattes. Pourquoi? C'est normal, parce que ben, déjà, il y a la pesanteur. Quand on se met à quatre pattes, moi j'avais des jumeaux en plus la deuxième fois, donc quand le ventre tombe, ça permet au bébé à l'intérieur d'avoir plus d'espace. Si on est comme ça allongé, évidemment, on a beaucoup moins d'espace pour que l'enfant puisse prendre une bonne position pour descendre. Donc là, les positions, c'est très important. Là, bon, aussi, ça permet vraiment à la femme de rentrer à l'intérieur. L'équipe autour, vous voyez, qui est complètement... enfin, qui est comme au Théolila d'ailleurs, parce que moi j'ai connu, au début de ma recherche, j'ai rencontré Le Boyer, j'étais au Lila, on a dû se rencontrer, mais bon, c'était il y a très longtemps, on ne s'est pas reconnus. Je n'ai pas changé, c'est dit, non. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment, c'est le sacré, c'est le sacré, mais c'est hormonal en fait, c'est scientifique et en même temps métaphysique. C'est ça qui est extraordinaire dans la naissance, c'est pour ça qu'on est tous tellement bouleversés. Et puis voilà, la position, ça c'est au Brésil. Alors ça évidemment, vous voyez, regardez dans les traditions, là j'ai mis cette sculpture juste à côté, parce qu'on voit bien comment justement on accouche accroupi, quoi. On accouche, regardez la femme, elle est là, elle sort. Et après, voilà, le père, évidemment, on ne peut pas parler de l'accouchement sans parler du père. Le père, eh bien, moi j'ai beaucoup travaillé sur la couvade. La couvade existait partout dans le monde, en France également, en Europe. Et c'est le père qui se couche quand la femme accouche. Donc, bon, je ne vais pas en parler là, mais bon, c'est tout un programme. On retrouve en tout cas les jeunes papas qui font ça avec le portage. Donc, quelque part, bon, ça c'est vraiment, c'est trop long à détailler, parce que voilà, ok, d'accord, ok, donc on verra après, en table ronde. Là, on retrouve l'accouchement avec le père qui est derrière et qui souffle sur le crâne de sa femme, donc qui accompagne dans la pensée, dans le physique, dans tout ça, c'est de l'aptonomie. Là, on est vraiment dans l'aptonomie que tu disais, voilà. Et là, voilà, le jeune couple qui sort de la salle de naissance, tu vois, ils ont l'air bien contents quand même. Hein. Après, bon voilà, des belles photos, la grand-mère, machin, tout, voilà. Et ça, c'est un chant, ça c'est un très beau chant de l'eau, parce qu'en fait, moi je suis danseuse de la lune. Et en fait, dans notre groupe de femmes qui sommes des porteuses d'eau, des gardiennes un peu de la terre, de cet équilibre, pour nous-mêmes et pour nos enfants, nos petits-enfants et pour nos sœurs, eh bien, il y a des grands-mères amérindiennes qui nous ont transmis des choses. Et ça, c'est un chant. Ce qui veut dire, l'eau qui coule dans la rivière est pareille au sang qui coule dans nos veines. C'est un mantra qui a été donné par une grand-mère, Joséphine Mandanine du Québec, de Kitikanzigi, de la réserve de Maniwaki, de William Commanda, du groupe de William Commanda, qui fait partie des gens, de mes guides. Et qui, voilà, le plus on peut le chanter. Au début, il a été donné en 2001 seulement pour les femmes. Après, les hommes ont eu l'autorisation de le chanter. Maintenant, non seulement on a l'autorisation de le chanter, mais le plus on peut le chanter pour permettre aux eaux, donc à nos eaux, à nous et à toutes les eaux, puisque nous sommes 95% d'eau quand même, donc pour permettre vraiment la purification de l'eau et éviter que ce chaos-là continue à nous envahir. Donc voilà, donc ça c'est une transmission qui nous a été faite directement et que voilà, je vous redonne là, voilà. M'applaudissez pas, faites comme ça, parce que c'est trop beau. Merci. Hakimi squini biwabo. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, ho.